Good Morning Business. Le débat. Et le débat aujourd'hui, choisissez votre camp, camarades, le camp des pessimistes du côté Elisabeth Borne ou le camp des optimistes avec Bruno Le Maire, Nicolas Dose. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on va pouvoir éviter une récession en 2023? Il va un peu fort, Bruno Le Maire. Les fondamentaux sont bons, la croissance résiste. Il y a un peu un trompe-l'œil quand il maintient sa prévision de croissance à 2,5%. Parce que vous savez qu'on a terminé 2021 avec un acquis de croissance et on vit avec cet acquis de croissance qui fausse un petit peu la photographie janvier-décembre 2022. C'est pas exactement la photographie à plus de 2,5%. Après, on a vraiment des raisons quand même de penser que on a des éléments rassurants par rapport au risque de récession. Le premier, j'ai envie de dire, c'est que quand on finit par avoir un consensus d'économistes où ils pensent tous la même chose, quelquefois, il faut prendre ses distances avec le consensus. Souvenez-vous, il y a 2 ans, l'inflation, c'est provisoire. Ouais, l'inflation provisoire. Jean-Marc Daniel, n'est-ce pas? L'inflation, c'est provisoire. Oui, non, mais bon. Donc, prenons nos distances avec le consensus des économistes. Il faut comprendre et des aussi ce que disent les économistes avant de les critiquer. Qui ont tendance à penser qu'effectivement, la récession est globalement le remède inévitable. Qu'est-ce qu'on a comme élément pour se rassurer? D'abord, une abondance d'épargne des ménages. L'abondance d'épargne des ménages qui fait que ça peut tenir la consommation. Et ça, c'est un élément qui est valable, par exemple, pour l'économie française. Après, vous regardez les entreprises. Quel est leur problème aujourd'hui, les entreprises? C'est pas de vendre. C'est de produire. Alors, il n'y a pas de problème de carnet de commandes. Il y a un autre élément, c'est que on a des pénuries de main-d'œuvre dans le monde entier. Et la dynamique du marché de l'emploi, elle est bel et bien là. Bon. Et puis, on a un quatrième élément, c'est qu'on commence à observer quelquefois des reculs de prix de matières premières. Alors, on peut s'inquiéter du risque de récession, du ralentissement de l'activité, qui est peut-être un petit peu accéléré par le phénomène chinois. Mais quand vous voyez que le pétrole est repassé sous les $100 le baril, il tourne à peu près autour des $100, on a une forme d'accalmie, finalement, sur les prix des matières premières. Tous ces éléments-là sont quand même des éléments qui sont des éléments rassurants par rapport à ce qu'on nous présente comme le risque de récession. Qu'est-ce qui précipiterait peut-être ce risque de récession? Ce serait effectivement un très 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 fort durcissement des politiques monétaires. Alors là, c'est l'élément le plus difficile à anticiper, mais est-ce que les banques centrales peuvent se permettre de profondément durcir leur politique monétaire avec les niveaux d'endettement qu'on a aujourd'hui? Les niveaux d'endettement au niveau mondial qu'on a aujourd'hui ne sont pas les niveaux d'endettement qu'on avait à la fin des années 80, au moment de la hausse des taux aux États-Unis. Donc, pour toutes ces raisons, je me dis que la récession n'est pas forcément la fatalité de l'année 2023. Jean-Marc Daniel, on peut l'éviter, cette récession? J'en sais rien. La seule chose que je peux dire. Il n'ose plus maintenant, il n'ose plus. Ah bah mince. Non, j'ose, je maintiens que l'inflation est provisoire, qu'il n'y a même pas d'inflation au sens où... Il n'y a pas d'inflation. Oui, il y a une hausse des prix de l'énergie, mais l'inflation, c'est une hausse durable et générale de l'indice des prix. Et c'est pas ce qui se passe. Oui. Et donc, les mots ont un sens. Oui, c'est vrai. Et les mots ont un sens. Donc, mais pour revenir à... Non, Bruno Le Maire, vous vous souvenez, ici même, en 2020, quand on lui posait la même question, il avait répondu « Je ne suis pas Madame Irma ». Et je crois que ça reste d'actualité. Si vous regardez le travail que fait l'OCDE publie un indice composite avancé pour essayer de prévoir ce que va être la croissance. La dernière en date était du début du mois d'août, et cet indice avait changé de sens pour un certain nombre de pays. Et quels étaient les pays où l'indice était devenu le plus négatif, enfin annonçant un ralentissement le plus fort? C'était en Europe, la Hongrie et la Finlande. C'est-à-dire 2 pays qui sont directement concernés par ce qui se passe en Russie. C'est les 2 pays de l'Union européenne qui commercent le plus avec la Russie. Vous êtes en train de dire que cette crise, c'est comme le Covid, elle est liée à un facteur externe. Complètement. Et le deuxième aspect, quand vous regardez là aussi, quel est le pays où la croissance va être la plus forte cette année? C'est l'Arabie. Et donc, au deuxième trimestre, le taux de croissance annualisé de l'Arabie a été de 11%, alors que le FMI a anticipé 9%. Donc concrètement, en ce moment, il y a 2 paramètres qui jouent. La guerre en Ukraine et l'évolution du prix du pétrole. Et à mon avis, ça joue plus que les politiques monétaires. Et ça, je pense que personne, à l'heure actuelle, n'est capable de savoir combien de temps va durer le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et combien de temps, effectivement, l'évolution du prix du pétrole va être stabilisée. Est-ce que ça ne va pas repartir? Sachant que, dernier élément, le pays où l'indice composite avancé est le plus faible en ce moment, c'est la Chine. Mais qu'est-ce que ça change de dire que le risque vient de l'extérieur? Parce qu'on peut importer de la récession, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais c'est le constat que ça vient de l'extérieur. Mais bon, en fait, elle va être là quand même. Oui, elle va être là, mais à partir de ce moment-là, c'est un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas. Et à partir du moment où on ne le maîtrise pas, on en revient à la phrase de Bruno Le Maire, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas exactement ce que va faire, parce que je n'ai pas la manette qui me permettrait d'influer ce qui va se passer. La question de l'or, elle est très pertinente, c'est-à-dire, est-ce que, au bout d'un moment, je
sais que vous allez nous répondre, non, mais le cycle, il est toujours positif, et qu'en fait, ça, c'est juste un épiphénomène qui vient de l'extérieur. Mais Laure a raison. Est-ce qu'à un moment, ça ne peut pas dérégler complètement la machine et changer le rythme du cycle? Ah non, mais ça change le rythme du cycle. Mais encore une fois, la croissance, c'est une croissance tendancielle, une croissance potentielle. Il n'en sait rien, en fait, finalement, Nicolas. Non, mais attendez, je finis. Laissez-moi finir avant d'être sarcastique. Allez-y, Jean-Marc. Donc, une croissance potentielle, le cycle, et puis des aléas. Et donc, le véritable enjeu, que l'aléa soit d'ailleurs intérieur ou extérieur, parce que la pandémie, elle était intérieure. Le véritable enjeu, c'est la capacité qu'a l'économiste, à la fois de mesurer les conséquences de l'aléa et le décideur de mesurer la capacité qu'il a. L'enjeu, c'est d'arrêter de prévoir, quoi. Moi, j'en conclus que je voulais être optimiste et que Jean-Marc ne se mouille pas. Voilà. Non, mais enfin. Il y a un truc, en tout cas, qui est à peu près certain, et c'est très différent de 2008, c'est qu'on n'aura pas la récession d'un coup d'un seul pour tout le monde au même moment. Parce qu'il y a des lignes de force qui ne sont pas les mêmes, que vous regardiez la Chine, la zone Amérique du Nord ou encore l'Europe. L'Europe, c'est l'envolée des prix de l'énergie. En Chine, c'est une bulle immobilière qui est en train de rattraper le pays. Et puis aux États-Unis, c'est la hausse des taux face à la très forte inflation. Non, mais juste, la bulle immobilière, elle est prévisible. En revanche, le nombre de jours où on ferme l'économie chinoise à cause de la Covid, je crois que personne ne peut le prévoir. Bon, merci à tous les deux de nous avoir éclairés ou pas.